avec le local de l'ETAP. Ouais, merci beaucoup, merci aux organisateurs pour l'invitation. On va parler de phase 3. Quelques petites définitions. La phase 1, c'est la rééducation en centre, en fait la kinésithérapie en centre de soins aigus, c'est pas vraiment ce qui nous concerne aujourd'hui. La phase 2, on en a parlé, c'est la réadaptation classique en centre, ou pas classique en téléréadaptation, mais voilà, quelques semaines après l'accident cardiaque. Et puis finalement la phase 3, c'est la phase non médicalisée, c'est tout le reste de la vie du patient, donc c'est bien plus long que la phase 1 et la phase 2. On peut imaginer que ça va avoir un impact sur le contrôle de la maladie chronique, sur le pronostic, qui va être très très important. Donc la présentation, on va l'axer en deux temps. D'abord, des données un petit peu scientifiques pour voir s'il y a un intérêt théorique à encourager l'activité physique en phase 3. Et ensuite, on verra des messages beaucoup plus pratiques pour faire adhérer les patients à l'activité physique en phase 3. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à pratiquer une activité physique régulière tout au long de sa vie, spécialement après un accident cardiaque? Oui, très clairement. La pratique d'une activité physique modérée régulièrement, par exemple pratiquer à peu près 1 heure d'activité physique quotidienne, on sait d'une manière générale que c'est associé à une baisse de la mortalité qui est évaluée de l'ordre de 30 à 35%, médiée par la baisse des accidents cardiovasculaires, mais aussi de l'incidence des cancers, du contrôle des autres maladies chroniques, les maladies respiratoires, le diabète, etc. Quand on regarde les bénéfices de l'activité physique sur les maladies et la mortalité cardiovasculaire, là vous avez cette méta-analyse ici, tous les essais vont dans le même sens, hein. Le message est très simple, plus on est actif, plus notre capacité physique est élevée et plus la mortalité cardiovasculaire diminue. Et ça c'est très intéressant parce qu'en fait la relation est telle que il y a une grande différence entre avoir un faible niveau d'activité physique et un fort niveau d'activité physique en termes de mortalité. Si on dit ça différemment, en fait, le fait de modifier assez peu son activité physique, d'augmenter son activité physique de 1 à 2 mètres, par exemple, au lieu de marcher à 4 km/h, on marche à 6 km/h, ça va avoir un bénéfice sur la mortalité qui est important, de l'ordre de 10 à 30%. Donc ça, c'est très encourageant pour motiver les patients à faire de l'activité physique. Aussi, il faut savoir ça, cette relation, elle est d'autant plus forte que les patients sont porteurs d'une maladie cardiovasculaire. Hein, c'est la relation entre le niveau de mortalité, les bénéfices attendus sur la mortalité et la pratique de l'activité physique, elle est plus marquée chez les patients porteurs d'une maladie cardiaque que chez les sujets indemnes. Donc ça encore, c'est un argument fort pour encourager la pratique en phase 3. Voilà, au total, le message à retenir, il est hyper simple. Plus on augmente son niveau d'activité physique, si on met peut-être à part le niveau des activités très très extrêmes, mais on n'est pas du tout dans ce cadre-là, plus on augmente le niveau d'activité physique, plus le bénéfice pour la santé et pour la maladie cardiovasculaire est important par des mécanismes qui sont aujourd'hui bien connus, les effets métaboliques, les effets anti-arythmogènes, anti-athérogènes, etc. Alors, est-ce que les patients adhèrent à cette pratique en phase 3 ? Eh bien, plutôt pas, hein, pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup de données robustes dans la littérature, mais les études, globalement, il y a un consensus pour dire qu'à 1 an, on a entre 15 et 50% selon les études, seulement des patients qui font un niveau d'activité physique suffisant après un accident cardiaque. Cette étude-là, elle est assez représentative. Les patients étaient suivis par cardiofréquence-mètre. Ils avaient pour consigne de pratiquer avec un certain niveau de fréquence cardiaque pendant 3 fois par semaine. Et en fait, finalement, on voit qu'à 1 an, il y a à peu près 30% seulement des patients qui atteignent les cibles de fréquence cardiaque et d'activité physique recommandée. Alors pourquoi ? Il y a pas mal d'études dans la littérature qui s'intéressent à ces barrières, à ces facteurs limitants. Il y a un facteur qui revient quasiment tout le temps, c'est la peur. En fait, la peur et l'anxiété. Les patients, ils ont peur de mourir en faisant de l'activité physique, ils ont peur de refaire un accident cardiaque en faisant de l'activité physique. Donc on va voir comment on peut prendre ça en charge. Puis il y a d'autres facteurs qui viennent souvent plus environnementaux. Ils ont souvent le sentiment qu'ils ne sont pas guidés, ils ne savent pas comment faire, et ce qu'ils doivent pratiquer souvent, à quelle intensité, etc. Donc ça, c'est des barrières on pourra adresser après. Est-ce qu'il y a un intérêt pour une phase 3 qui soit supervisée et non en autonomie ? Plutôt oui, dans la littérature, on a des études qui nous montrent que finalement, lorsqu'on a une phase 3 qui est supervisée, par exemple par une séance d'activité physique encadrée par semaine, pour une durée de 2 ans pour la première étude, puis 6 mois pour l'étude suivante, on a un maintien des capacités physiques, ce qui n'est jamais le cas chez les sujets contrôle, hein, qui baissent en capacité physique à la sortie de la rééducation, ne serait-ce que par leur vieillissement. Donc ça, c'est très intéressant, c'est un argument en faveur d'une rééducation, enfin d'une phase 3 supervisée.
Au-delà de ça, on a même certains essais qui nous montrent qu'il y a une réduction des événements cardiovasculaires. Ça, c'était un programme de 6 mois d'activité physique supervisée, une séance par semaine, plus un rappel ETP tous les 2 mois. Au final, on a un effet significatif sur les événements cardiovasculaires et une tendance sur la mortalité. Donc voilà, c'est des données intéressantes, qui nous parlent beaucoup, qui sont encourageantes. Donc, une fois qu'on est convaincu qu'il y a un intérêt pour continuer à pratiquer l'activité physique en phase 3 tout au long de sa vie après l'accident, on va avoir un peu des messages beaucoup plus pratiques pour essayer de faire adhérer les patients. On a vu que ce n'était pas simple. Donc il y a certainement d'autres clés pour ça. Moi, j'en ai retenu 5. On va les voir une par une. Éduquer grâce à l'éducation thérapeutique, prescrire l'activité physique comme une thérapeutique médicamenteuse de la même façon, proposer une activité physique supervisée en développant des filières, et puis encourager aussi en parallèle la pratique en autonomie, et enfin travailler sur les freins côté médecin, côté patient. Donc éduquer, c'est hyper important. L'éducation thérapeutique, donc c'est une composante essentielle de la rééducation cardiovasculaire. Éduquer, c'est pas informer, ça va bien au-delà. Éduquer, vous savez, c'est des programmes d'ateliers qui sont proposés à nos patients, qui sont toujours gratuits, qui sont validés par l'ARS, où on aborde les thèmes centraux de la maladie et on va donner aux patients des compétences pour bien gérer sa maladie et mieux vivre avec. Bénéfices démontrés sur les événements, c'est quelque chose de très important. Et bien entendu, il faut qu'en centre de rééducation, il y ait de l'éducation thérapeutique qui porte sur l'activité physique. Donc ça prend souvent la forme d'un atelier, d'une table ronde, avec un intervenant qui va être le médecin, le kiné, l'intervenant, l'éducateur activité physique adaptée, peu importe. On peut rendre ça interactif. Il y a des outils là qu'on peut télécharger sur le site du CRESPACA très facilement, avec des supports multimédia, des cartes pour rendre les choses un peu plus ludiques. Et on va aborder le choix de l'activité physique, les risques d'une pratique dans un mauvais cadre, les bénéfices attendus, comment faire, comment lever les freins. On va travailler sur tout ça. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Et l'ETP, ce n'est pas seulement en centre de réadaptation. Il y a des programmes ETP qui sont ouverts hors hospitalisation. Donc ça, même quand on est en cardiologie de ville, c'est hyper important de s'en saisir. Vous avez des moteurs de recherche sur Internet. Ça, c'est monetp.fr pour la région PACA, mais pour la région Centre-Val de Loire, il y a Prévaloir, il y en a plein d'autres en France. Vous tapez la maladie, vous tapez géographiquement. Ici, par exemple, sur Marseille et sa région, si on a fait un infarctus, on a 8 programmes qui sont ouverts. C'est bien plus que le nombre de centres de réadaptation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut se saisir pour que vos patients, même s'ils ont échappé à la phase 2, à un séjour en centre de réadaptation, ils puissent bénéficier d'ETP, et notamment pour de l'éducation sur l'activité physique. Deuxième clé, prescrire l'activité physique comme une thérapeutique médicamenteuse. Donc là, on va faire un petit rappel sur le sport sur ordonnance. 2017, début du dispositif, assez restrictif, uniquement la prescription par le médecin traitant, uniquement pour les ALD. Il y a une grosse évolution en 2022. Tous les médecins peuvent prescrire. Nous, les cardiologues, on est hyper bien placés pour le faire. Extension des indications qui sont aujourd'hui très larges, les maladies chroniques, les facteurs de risque cardiovasculaire, l'obésité, l'hypertension, le vieillissement, la perte d'autonomie. Donc, ça va concerner beaucoup de patients qu'on voit, pour ne pas dire tous. Et un autre point, c'est l'habilitation des maisons sport-santé, dont le rôle a été inscrit dans le Code de la santé publique. Ça aussi, c'est important et on va y revenir juste après. Donc prescrire l'activité physique, ça va passer par une consultation médicale d'activité physique. Il y a de la littérature, il y a une revue Cochrane sur cette question qui montre qu'avoir une consultation dédiée à la prescription de l'activité physique, ça permet derrière d'améliorer l'observance, de maintenir les capacités sur le long terme. Donc c'est extrêmement important d'avoir cette consultation dédiée. Cette consultation, elle doit déboucher sur la remise d'un document qui va être à la fois une prescription et un certificat de non-contre-indication. Donc celui-là, c'est un exemple, mais il est assez connu. On peut le télécharger par exemple sur le site d'Azur Sport Santé, qui est une association niçoise qui fait la promotion du sport santé. Il a plein d'avantages. Il va être exigé pour une pratique supervisée par l'éducateur APA ou par les maisons sport santé. Mais même si c'est pour une pratique en autonomie, moi je pense que c'est hyper important parce que le patient va comprendre par ce biais-là que l'activité physique, c'est une thérapeutique à part entière au même titre qu'un médicament. Donc il va pouvoir s'y référer, voir le niveau qui lui a été prescrit. Vous pouvez mettre des conseils personnalisés. Pour moi, ça me paraît indispensable. Donc bien faire cette prescription par écrit. Remettre un guide, on a ce guide de la HAS qui est hyper bien fait, il y a juste 3 pages, on peut l'imprimer facilement, en avoir des stocks et le remettre au patient, on le télécharge facilement sur Internet, l'activité physique, votre meilleur allié santé, il y a des conseils très, très clairs, très succincts,
je pense que c'est à remettre à tous les patients à la sortie de la rééducation ou même au cabinet de cardiologie. Ça permettra aux patients de se replonger dans ces conseils-là. Clé numéro 3, proposer une activité supervisée. Alors, il y a beaucoup d'avantages à proposer une activité supervisée. On a vu les bénéfices dans les études, bien entendu. Mais au-delà de ça, il y a la motivation de groupe, motivation de l'intervenant, et il y a la sécurité. C'est encadré, il y a toujours un défibrillateur pas loin, un intervenant formé. Là, il va falloir vous y repérer dans les initiatives, parce qu'il y a en fait un enchevêtrement d'initiatives qui sont locales, régionales, parfois nationales. Et il faut bien les identifier autour de l'endroit où vous exercez pour pouvoir faire des propositions concrètes à votre patient et adapter la proposition à chaque profil de patient. On a les maisons sport santé, on va y revenir juste après. On a bien sûr les clubs cœur et santé de la Fédération française de cardio. On a les éducateurs APA, ils sont très nombreux, c'est souvent des auto-entrepreneurs, ils ouvrent des petites structures. Et on a les cabinets de kiné classiques. Voilà. Donc moi, ça me paraît essentiel d'avoir une bonne vision de l'offre, au moins localement, pour pouvoir dire à tel patient, en fonction de son domicile, pourquoi pas imprimer des cartes, avoir des prospectus, des flyers à remettre aux patients et vraiment avoir une proposition concrète à faire. Mais ça, c'est pas que en centre, c'est aussi au cabinet. Faut vraiment aiguiller le patient là-dessus, mais ça demande un travail de réseau, voilà, de filière à développer avec ces équipes-là, il faut s'en saisir. Un petit focus sur les maisons sport santé. Les maisons sport santé, donc vous avez des cartes interactives pour les trouver, les identifier depuis 2022. Elles sont donc habilitées, elles ont un but, c'est de promouvoir le sport et l'activité physique et le sport santé en particulier. L'exemple du planning, là, c'est le SMUC, qui était un club de sport historique marseillais, qui a ouvert sa maison sport santé. Si vous regardez tous les jours de la semaine, à toutes les horaires, vous avez du sport santé qui est ouvert sur prescription médicale, du pilates, du yoga, de la randonnée, bien entendu, mais il y a du rugby, il y a du badminton. C'est adapté à tous les niveaux, toutes les pathologies finalement. Si on prend un carnet de 100 séances, c'est 3,50 € la séance. Donc voilà, c'est modique et c'est vraiment des choses dont il faut se saisir, nous, en tant que cardiologues. Point numéro 4, encourager la pratique en autonomie. On ne peut pas se limiter à la pratique supervisée. Il y a plein d'avantages à l'autonomie. Déjà, le coût, c'est très peu cher, c'est quasiment gratuit si on fait de la randonnée ou de la marche nordique. Et puis la liberté de choisir son activité, la liberté de la pratiquer quand on veut, où on veut. Donc on va bien entendu encourager cette pratique en autonomie en expliquant bien en ETP les règles de la bonne pratique pour éviter bien sûr les accidents. Et puis là, il faut travailler sur un projet concret avec le patient, clairement le challenger un peu. Ok, vous allez faire du sport, mais qu'est-ce que vous avez prévu concrètement? Ça va se passer comment? Vous savez que vous devez faire au moins une demi-heure par jour, etc. Donc voilà, travailler le projet concret avec le patient. Ça, c'est issu du guide dont je vous parlais de la HAS à donner aux patients. Donc, on va les encourager à diminuer les activités sédentaires, augmenter les déplacements actifs, c'est hyper important, la marche plutôt que la voiture, le vélo plutôt que la voiture, promener son chien, ça c'est très très important. Le chien, ça marche très bien. Ça, c'est une revue de 2019. Les gens qui promènent leur chien, ils ont une réduction de la mortalité de 25%, médiée par la réduction des accidents cardiovasculaires qui est de l'ordre de 30%. Voilà, c'est des petites choses, mais c'est vraiment encouragé. Et puis, dernier point, travailler sur les freins et les leviers. Alors, les freins, ils sont déjà côté médecin. Les médecins, ils sont parfois un peu réticents à prendre le temps de faire cette consultation d'activité physique, à prescrire l'activité, ils ne savent pas trop comment faire. On est très, très focus sur le médicament, mais finalement, l'activité physique comme un médicament, peut-être un peu moins. Et puis, on n'a pas toujours connaissance de ce réseau de maisons sport santé, etc. Donc, on a ce guide-là qui est exhaustif de la HAS à destination cette fois des médecins. Il faut le télécharger, il faut prendre le temps de le lire. On aborde le parcours de la prescription d'activité physique. On aborde cette consultation médicale d'activité physique, ces différentes étapes, examen complémentaire ou non, épreuve d'effort ou non, etc. Et puis il y a aussi des points sur les freins les plus fréquemment abordés par les patients et comment faire face à ces freins. C'est hyper intéressant, ça vaut vraiment le coup d'aller le lire. Alors les freins côté patient, ce qui revient souvent, c'est le coût. C'est le coût, ça c'est compliqué, c'est pas forcément remboursé par la sécurité sociale. Donc, comment on va faire face à ça? On va déjà orienter vers les activités à bas coût, tout simplement. La randonnée, la marche nordique, une paire de bâtons. On va dans la colline, ça c'est vraiment le sport roi, l'activité physique reine pour nous. Faut s'intéresser aux mutuelles aussi. La plupart aujourd'hui remboursent de l'activité physique, la plupart du temps sur ordonnance.
vous pouvez sur le site d'Azur Sport Santé télécharger une liste des mutuelles qui remboursent. En moyenne, c'est 80 à 60 € qui sont remboursés par an. Parfois, ça va jusqu'à 250 €. Donc, c'est pas mal d'avoir imprimé une liste et puis de pouvoir aiguiller un peu les patients vers ces choix des mutuelles qui remboursent. Et puis, il y a beaucoup d'offres locales. Ça, il faut les connaître. À Strasbourg, par exemple, si vous faites du sport santé, c'est gratuit pendant 1 an. Donc ça, c'est quand même très important à connaître. À Villeurbanne, il y a En Forme dans mon quartier, qui est une initiative gratuite de sport santé un peu partout dans la ville. À Marseille, il y a un dispositif qui s'appelle Coaching, 2 € la séance. Donc c'est modique et c'est ouvert à tous sur prescription médicale. Donc il faut savoir s'en saisir, mais il faut s'intéresser à ces offres-là. Est-ce que ce sera un jour remboursé par la sécurité sociale ? Peut-être, c'était le sens de l'article 51 As du Cœur. Alors à Clerval, on y a participé au même titre que 9 autres SSR dans 5 régions. La CNAM a financé aux patients qui sortaient de réadaptation cardiaque pendant 5 mois un programme d'activité physique de phase 3, 2 séances par semaine. L'idée, c'est de regarder en termes de coûts de santé dans les années qui suivent. Donc là, la partie APA et activité physique adaptée est terminée. Donc on est dans l'analyse des données des coûts de santé. Donc à suivre, mais peut-être derrière un remboursement, en tout cas c'est ce qu'on souhaite. Travailler sur la motivation des patients, travailler toujours sur le plaisir, c'est vraiment la clé, plutôt que sur les bénéfices sur la santé. On sait que faire peur, dire si vous ne faites pas activité physique, vous allez avoir un accident cardiaque plus vite, etc. Ça ne marche pas trop, c'est trop lointain. Donc toujours le plaisir. En rééducation, on nous dit souvent, voilà, docteur, c'est bon, j'ai bien compris, je vais pratiquer, je vais acheter un vélo d'appartement, je vais le mettre chez moi, etc. Bon, ça, on imagine bien que ce vélo, il a de grandes chances après 6 mois de finir dans le garage et de ne plus être utilisé, c'est monotone. Il faut du plaisir, donc profiter des environnements, encourager à la randonnée, à la course à pied, au vélo, etc. En tout cas, ou à des sports ludiques, si c'est ça qu'anime le patient, des sports de jeu, il n'y a pas de problème, du moment qu'il bouge. Et puis, il faut un peu avoir réponse à tout. Vous devez travailler sur les freins et les préjugés. Donc ça, il faut un peu s'entraîner quand même. C'est un peu déroutant parfois, mais j'ai pas le temps. Je ne veux pas pratiquer parce que ça va me faire penser à ma maladie si je fais du sport santé. Donc là, on peut répondre à ça qu'on va travailler au contraire sur le bénéfice de l'activité physique, sur la relaxation, sur le bien-être psychologique. J'ai peur des crises liées à ma maladie. Là, il faut travailler sur les bénéfices prouvés de l'activité physique, le fait qu'on est aujourd'hui protégé aussi par des médicaments qui nous empêchent d'avoir un accident pendant l'activité physique. Je manque de temps pour pratiquer une activité physique parce que je suis encore actif, etc. Pause active au travail, déplacement actif, vélo pour aller au travail, etc. Je me sens pas capable, je connais personne avec qui pratiquer l'activité physique. Là, on va orienter vers une pratique supervisée. On saisit des maisons sport santé, des clubs cœur et santé, etc. Voilà. J'ai terminé, je vais finir par rendre hommage à François Carré, je pense qu'il est parti, mais parce qu'il s'est tellement impliqué sur cette question, on l'entend à la radio sur France Inter le matin parfois, ça fait plaisir. Donc ne pas prescrire une activité physique adaptée à un patient chronique, c'est une perte de chance pour lui, ça c'est vraiment, s'il n'y a qu'un message à retenir, c'est celui-là. Voilà, merci de votre attention.